On en parlait en cette fin d'année, le consommateur est donc devenu résolument digital, beaucoup plus vidéovore, clairement social, il est en tout cas versatile, on l'appelle même boomerang. Pour en parler avec moi autour de cette table, 3 acteurs de cette nouvelle donne de l'entertainment et du mobile au cœur de l'entertainment, des formats et des contenus. En face de moi, Emmanuel Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur général de Snapchat. À vos côtés, Mathieu Gallet. De Magellan. De Magellan, bonjour. Bonjour. Président et cofondateur de Magellan, et Mathieu Renard, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie éditoriale et des programmes de Webedia, chez qui on est donc aujourd'hui. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Emmanuel, je me tourne vers vous puisque vous êtes en face de moi. Le mobile est au cœur un petit peu, de toute façon, de Snapchat, bien entendu, mais aussi de toutes vos sources d'expérimentation aujourd'hui, que ce soit la réalité augmentée d'une part, la fonctionnalité shopping pour le commerce d'autre part, ou pour l'adaptation des formats des médias sur Discover. Absolument. Qu'est-ce qui est finalement le plus éminemment stratégique à l'instant ? C'est compliqué. C'est un peu comme si vous demandiez à une maman de choisir quel enfant elle préfère. C'est ça. Je pense que au cœur de l'usage de Snapchat, c'est la caméra. C'est là-dessus que les gens rentrent quand ils rentrent dans l'application. Et de ce point de vue, du coup, la réalité augmentée bénéficie d'un support, d'une plateforme, d'un usage extrêmement développé. Oui. Grâce à ce passage en fait obligé initial en fait par rapport à l'utilisation de l'application. Et donc assez naturellement, j'ai envie de vous dire que malgré tout, la réalité augmentée représente un de nos paris les plus importants. Il y a beaucoup effectivement d'entreprises qui parient sur la voix. Nous parions sur l'image et on pense que une image vaut 1000 mots. Qu'on peut utiliser de plus en plus la caméra comme interface entre le monde réel et le monde virtuel. Et la réalité augmentée vient finalement supplémenter le réel d'une couche d'information. Ça a commencé par le jeu, et de plus en plus, on se développe vers des usages beaucoup plus utilitaires. Donc c'est assez intéressant. Et est-ce que les marques s'emparent de ce sujet autant qu'elles le devraient, à votre sens, aujourd'hui ? Je pense que les marques sont en avance de phase, pour une fois, sur les médias. D'accord. Pardon. On a vu se développer, et de façon très accélérée, en fait, grâce au Covid, énormément d'expérimentation utilisant la réalité augmentée pour développer, j'ai envie de dire, un espèce de showroom virtuel, pour recréer l'expérience de l'achat en magasin dans le confort de son canapé lorsqu'on ne peut plus sortir de chez soi ou que ces mêmes magasins ne sont plus ouverts. Et on le voit, en fait, il y a une transition vers la digitalisation de l'expérience client et pas juste de l'achat qui est assez intéressante puisqu'on quitte, pour le coup, une dimension purement utilitaire d'un e-commerce qui était un peu froid à une dimension plus émotionnelle. On est capable de rajouter de l'affect, en fait, dans cette expérience. Et ça, c'est aussi très intéressant. Les médias, on va dire, s'en saisissent de manière plus mesurée. Ce sont des expérimentations. On en voit qui développent des ateliers de nouvelles écritures, des choses comme ça. Moi, je suis persuadé que la réalité augmentée a un potentiel de réinvention du storytelling qui est assez formidable. Et je pense que ça serait intéressant de se dire comment est-ce que demain, on pourrait raconter des news, par exemple, en utilisant la réalité augmentée. D'accord. Mathieu, du coup, Emmanuel vient d'en parler. Vous, votre pari, c'est la voix, très concrètement. Ça l'est depuis un certain temps, depuis au moins un peu plus d'1 an chez Magellan, mais bien sûr auparavant, avec Magellan. Vous avez aujourd'hui un peu revu votre copie et vous défendez finalement aujourd'hui un modèle un peu différent de celui sur lequel vous aviez misé au départ, qui est donc un modèle payant à 7 € par mois, qui est basé sur des contenus plus ciblés, notamment des documentaires audio, et très appuyé sur une verticale qui est celle du développement personnel. Ça, c'est pour la vision que j'en ai à travers les médias, finalement, vu de l'intérieur. Qu'est-ce que vous ajouteriez pour donner plus de finesse à ce portrait ? En fait, on a précisé la copie, plus qu'on l'a redéfinie, puisque depuis le premier jour, Magellan est une offre de contenus originaux payants. C'est vrai que dans une première version, on avait aussi l'agrégation de contenus gratuits, qui n'étaient pas des contenus qui généraient des revenus pour nous, mais qui créaient de l'audience. Et finalement, ce qu'on a vu 6 mois après le lancement de Magellan, c'est que
ce qui aujourd'hui crée de l'engagement, et je pense que c'est ce qui compte le plus quand on développe un nouveau business comme le nôtre, celui de l'audio, celui du podcast, c'est cette question d'engagement. Et donc on a décidé de vraiment creuser cette verticale du développement de soi qui est à la fois personnel et professionnel. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on développe comme compétences humaines, puisqu'aujourd'hui il y a de fortes demandes aussi des entreprises, les uns comme les autres. On a besoin tout au long de la vie de se former, et on s'est dit que là, il y avait quelque chose qui crée de la valeur parce qu'on apportait un service. Et Magellan, j'ai envie de vous dire, c'est avant tout un service. C'est un service qui, grâce à la voix, vous apprend à la fois développer vos compétences humaines dans un cadre professionnel, mais aussi à mieux vous comprendre et à vous améliorer quelque part d'un point de vue personnel. Et donc, c'est cette définition comme un service qui fait qu'aujourd'hui, on est 100% une offre payante, alors soit au mois à 7 €, soit au semestre pour 30 €, qui fait qu'aujourd'hui, le modèle a changé, c'est précisé, mais qu'on continue à produire du contenu original, parce que c'est ça aussi, ce qu'on trouve chez Magellan, on ne le trouve que chez Magellan. Voilà. Et donc, pour pouvoir l'écouter, il faut être chez Magellan. Qu'est-ce qui vous a permis d'asseoir cette certitude aujourd'hui qui vous permet de... Les data. Tout simplement, c'est la vraie différence par rapport à ma vie d'avant, celle de patron de Radio France, où il fallait attendre tous les 2 ou 3 mois que Médiamétrie nous dise de façon déclarative ce que les Français avaient écouté. Quand vous êtes une plateforme digitale comme Magellan, tous les jours, vous savez comment se comportent vos auditeurs, qu'est-ce que vos nouveaux abonnés viennent écouter d'abord, qu'est-ce qu'ils viennent réécouter ensuite, qu'est-ce qu'ils viennent découvrir. Et c'est vrai qu'on a vu très vite que ce côté serviciel, c'est vraiment d'être là pour inspirer et être utile dans ce domaine à la fois du personnel et du professionnel, crée le plus d'engagement. Donc on a creusé ce sillon, puisque quand on est entrepreneur, on n'a pas de vérité révélée, on a des intuitions, mais ensuite c'est la pratique qui vous conduit, on le souhaite, vers le succès. On vous le souhaite aussi. Mathieu Renard, vous aussi, vous avez un peu la même intuition, je ne sais pas, en tout cas la même certitude, conviction plutôt, que ce développement personnel et professionnel est au cœur des attentes aujourd'hui des mobinautes, des internautes et des Français. Oui, je dirais que la meilleure preuve qu'on a sur ce sujet du bien-être, ce serait la marque Dr Good. Donc, qui a été fondée par Michel Simès et qui aujourd'hui on est en train de développer sur le digital. Donc une vraie offre, un nouveau modèle 360 avec aussi bien donc un magazine, des conférences. Aujourd'hui une marque présente sur tous les réseaux sociaux, une newsletter, des programmes, des talents, des incarnants, des experts, et en fait tout ça crée une marque autour du bien-être. Donc effectivement ce serait notre réponse à ce sujet-là. Ouais. Et de façon un peu plus globale, je dirais qu'on a une approche. Alors, ce n'est pas un nom officiel, mais ce qu'on appelle en interne un peu d'éducation positive, où on développe comme ça des marques autour de toutes ces thématiques. Là, on vient de lancer notamment Épicurieux, là, avec Jamie Gourmaud, qui est une marque éditoriale autour de Jamie et des programmes qu'on a lancés avec lui, qu'on a développés avec des rendez-vous sur toutes les plateformes, et de la même façon, un développement 360, puisque demain, avec Jamie, ça va être d'autres programmes, ça va être présent partout, aussi bien sur Facebook, Instagram, mais peut-être sur Snapchat, pourquoi pas. On est en train de développer tout ça. Et une marque est née sur YouTube, et donc qui demain pourra faire l'objet. Ce sera peut-être aussi un magazine, un jeu, un programme télé. Enfin voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille. Si on retrouve demain Jamie sur Snapchat, ce sera grâce à la Mobile Marketing Association. C'est un peu ça. Non. Il est bienvenu. Non, mais c'est intéressant de savoir aussi comment est-ce qu'en termes de format, puisque vous parliez de 360 et de multi-device, comment est-ce que vous avez développé cette thématique, enfin, sous quel format, quels sont les contenus que vous avez privilégiés, notamment pour le mobile ? En fait, l'idée, c'est le job qu'on fait sur toutes nos marques et au quotidien, c'est de pouvoir toucher les audiences là où elles sont, c'est-à-dire sur le mobile. Et c'est-à-dire que tous les jours, on déroule 90 mètres de contenu. Donc, en moyenne, il faut se trouver une place. Il faut faire en sorte que l'utilisateur s'arrête sur nos contenus. Donc, pour ça, on fait du coup beaucoup. Je pense que la vidéo est quand même un format héros, un format qu'on développe en priorité, et aussi qui correspond bien à l'ADN de toutes les plateformes. Donc justement, avec Snapchat, on a beaucoup de shows qu'on développe en collaboration avec les équipes de Snapchat et qui performent très bien. Donc voilà, déjà,
créer un contenu qui est bien adapté aux plateformes, puisque c'est là où se trouvent aujourd'hui tous les utilisateurs, et des choses, justement, comme on le disait, intéressantes, avec une bonne narration, une bonne dynamique. Et pour ça, on a des méthodes créatives où on essaie de travailler de façon la plus... on fait du test and learn pour pour pouvoir être le plus réactif possible, faire des ajustements, justement, comme on disait. C'est-à-dire diffuser et vérifier après. Exactement, on regarde les résultats rapidement, on ajuste et on essaie d'être très efficace. On fonctionne en mode projet, avec autour de la table tous les gens qui sont un peu les personnes clés dans le succès de nos contenus. Donc aussi bien les talents, ceux qui écrivent, oui. Ceux qui incarnent, et parfois ce sont les mêmes personnes, tous les gens qui travaillent sur la marque, l'univers visuel, les éléments, la DA. La production aussi, tous les gens qui produisent le contenu de façon très technique. On l'a, je crois d'ailleurs. Et après, on regarde. Ah oui, on le regarde après. Je ne savais pas si on pouvait faire les deux en même temps. Et enfin, dernier point, la partie sociale, les gens qui connaissent très bien les communautés, qui diffusent les contenus, et donc c'est eux qui prennent le pouls des audiences et qui savent ce que les gens aiment et à quel moment il faut les diffuser pour être le plus pertinent possible. Et je dirais que c'est toutes ces expertises-là qui permettent de faire un contenu qui fonctionne le plus fin possible, quitte à être réajusté. Donc on regarde et le ensuite trailer on discute. des Épicurieux. Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance d'Épicurieux. C'est le nom de ma chaîne du savoir sur YouTube et aussi le nom d'une communauté, la vôtre, la nôtre. Chaque semaine, j'y explique avec bonheur et rigueur le monde qui nous entoure. C'est le goût du savoir. On va se régaler. Voilà pour, du coup, Jamy, maintenant, on voit. Alors, il dit la vôtre. Mais on dit la vôtre ou la vôtre? La nôtre? La vôtre, c'est la nôtre. Voilà, c'est ma petite obsession. Question d'accent. Vous parliez tout à l'heure de nouvelles écritures. Là, on vous expliquait comment est-ce que vous procédez chez Webedia pour être au plus près, finalement, de ce que les gens attendent et cherchent. Comment est-ce que vous travaillez ces nouvelles écritures? Emmanuel, chez Snap, comment est-ce que ça se passe concrètement? Notamment avec les médias, par exemple. Ce qui concerne le mobile, on peut considérer que même de produire un contenu vidéo pour le mobile est une nouvelle écriture. Le mobile crée une contrainte de captation de l'attention beaucoup plus forte que sur un autre écran. Et dans un monde d'hyperchoix où on a vraiment une abondance de contenu comme on l'a actuellement, eh bien finalement, cette contrainte, elle vient justement permettre d'aller directement à l'idée importante, sans prendre de détours et des choses comme ça. On a ouvert le bureau parisien de Snapchat il y a 4 ans. On a ouvert avec une poignée en fait, de partenaires sur cet onglet Discover, et qui ont expérimenté avec nous les points importants en fait, de cette nouvelle grammaire qu'il fallait développer. Et ce qu'on a appris, je pense, c'est que effectivement, le traitement était plus important que le sujet pour capter l'attention. Et que non, au contraire, parce qu'on peut adresser justement des sujets qui sont durs, importants, compliqués, et en même temps, il faut que leur traitement soit adapté à une consommation sur cet écran-là. Je peux vous donner un exemple très récent. Le week-end dernier, vous avez pu voir le président Macron s'exprimer sur différentes plateformes, et il a choisi Snapchat pour répondre de manière exclusive aux Snapchatteurs à des questions qu'il lui posait en direct. C'est Brut qui a opéré cette interview par les Snapchatteurs, et ils l'ont fait à la méthode de Brut, avec leur ADN qui est nativement en fait pour le mobile finalement. Et à date, sachant que les audiences tournent encore, on a plus de 3 millions de personnes qui ont regardé cette interview sur Snapchat, avec un temps d'engagement extrêmement long. Donc vous voyez en fait que c'est assez contre-intuitif de se dire qu'on peut intéresser des audiences sur des sujets a priori pas particulièrement amusants, mais néanmoins, dès lors que vous adaptez le traitement à l'écran, finalement vous allez arriver à toucher votre public de manière extrêmement massive. Oui, c'est des formats. Je pense que ce soit sur des vidéos assez courtes comme sur Snap, ou sur de la voix, puisque nous ne faisons que de la voix. Et c'est vrai que Magellan a été pensé dès le début pour le mobile. Et pour l'instant, nous ne sommes que sur le mobile. Il faudra attendre la fin du mois de janvier qu'on puisse écouter les contenus de Magellan sur ordinateur. Mais la vraie question, c'est qu'on a tous besoin de créer des formats. Et je pense qu'à partir, comme tu le dis, Emmanuel, on crée des formats
on peut toucher un public, y compris sur des problématiques pas forcément les plus simples, pas forcément les plus amusantes, mais concernantes. Nous, on a fait le choix d'avoir des épisodes, donc chaque création de Magellan se fait en plusieurs épisodes, entre 4 et 8, et avec des épisodes qui sont autour de 15 minutes maximum, parce que c'est cette question de l'attention, je pense qu'on se bat tous pour cette question de l'attention, et on a bien vu que pour tenir l'attention, quand vous n'êtes que dans l'audio, donc il n'y a pas le support de l'image, alors il y a des côtés positifs, c'est que vous reposez les yeux, et je pense qu'aujourd'hui, on passe tous nos journées sur Zoom, Teams et autres, ça fait du bien de se reposer les yeux, mais donc c'est-à-dire qu'il faut que cette attention, elle soit quand même motivée, elle soit adressée grâce à un format très tenu, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix, non pas comme beaucoup de podcasts qui sont très longs et moi je trouve très dilués, mais au contraire un travail très monté, où il n'y a que de la chair en fait, il n'y a pas de gras, j'ai envie de dire. Ce qui est un gros travail de production, pour reprendre ce que tu disais Mathieu aussi. Et pourtant, seulement la voix, et vous signez avec Edivit un partenariat pour enrichir ces contenus vocaux par du rédactionnel, quelque chose d'écrit. Oui, alors Edivit, qui est donc une des entités d'Editis, donc le monde de l'édition, moi j'y crois depuis le début de Magellan, il y a une vraie proximité entre le monde de l'édition, qui est là pour gérer des auteurs, des talents, les promouvoir, les accompagner. Et ce que nous, on fait en audio, parce qu'effectivement, on a des auteurs qui viennent faire une création originale chez nous, et Edivit, dans le cadre de ce partenariat, nous permet d'avoir accès de façon privilégiée à ces auteurs. Et dans l'autre sens, Edivit va adapter aussi des formats originaux Magellan, de l'audio, vers le livre. Et on commence déjà à produire certains talents de façon, alors pas 360, puisqu'on est à la fois sur la lecture et l'audio, on n'est pas sur la vidéo, mais ensemble. Donc ça montre vraiment ces proximités à partir du moment où il y a cette promesse qui est simple à comprendre, et que finalement, ça correspond, nos modes d'usage correspondent à des moments de la journée différentes. Le soir, pour lire peut-être. Le matin, vous écoutez quand vous êtes dans le métro ou quand vous êtes en train de faire votre footing, qui est prêt toute la journée. Vous êtes entre des interstices en train de regarder des vidéos courtes ou sur vos écrans. Mais voilà, c'est la force de l'audio de se glisser dans ces moments-là et de capter une attention à un moment où elle est disponible. Silence. Exactement. Et il n'y en a pas beaucoup. Le moment dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est aussi le moment des choix, parce qu'il faut rationaliser pour beaucoup d'entre nous, pour Webedia comme pour d'autres. Aujourd'hui, quelle est la stratégie éditoriale sur laquelle vous allez écrire demain, entre guillemets, et quelle est la place encore des contenus mobiles que vous allez produire ? Je pense qu'ils vont prendre... Le contenu vidéo, le contenu mobile va prendre de plus en plus d'importance. Après, chez Webedia, on a toujours créé du contenu finalement digital et donc sur le mobile de très 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 vite, puisque les usages se sont déportés sur cet outil-là très rapidement. Donc je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, et de plus en plus, c'est vrai qu'on travaille vraiment les programmes et les formats, comme tu le disais, avec des formes d'écriture, de la narration qui correspond bien à ça. Parce qu'aujourd'hui, un programme, c'est vraiment... ça permet plein de choses. Ça permet de développer sa notoriété auprès du plus grand nombre. Ça permet aussi la diversification. Donc un programme vidéo, demain, comme je le disais, il peut être un livre, un jeu, une appli, une séquence dans un conducteur d'une émission de télé. Ça permet beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si ces contenus ils naissent de cette façon-là sur le mobile, avec des écritures particulières, comme on le disait, on s'adapte et on arrive à capter l'attention des gens, même sur des sujets difficiles, en rajoutant, par exemple, au début du texte, certaines images, certaines vidéos pour capter les premières secondes sont cruciales. Donc tout ce travail-là qu'on fait, en fait, on le fait pour le contenu vidéo et pour qu'il performe et intéresser des centaines de milliers de gens à nos vidéos, mais aussi après pour se donner un potentiel de développement sur du brand content et sur de la diversification, et donc de monétiser nos assets. Ce sera la diversification qui renversera la balance, ramènera un équilibre. En fait, on travaille un peu tout, de façon à être dans un écosystème vertueux qui se monétise, et, comme je le disais, de plusieurs façons, avec de la diversification ou du brand content. Notamment. Emmanuel, est-ce que vous aussi, le brand content fait partie de ce qui portera Snap vers un modèle 2021 différent ? C'est toujours difficile de présumer de l'avenir, parce que les choses changent énormément et très rapidement dans nos univers.
jusqu'à présent, je trouvais qu'on avait assez bien réussi chez Snap à faire en sorte que la publicité soit assumée. Et elle l'est d'autant plus qu'elle est choisie. La majorité des formats publicitaires sur la plateforme sont skippables. On peut choisir d'interagir avec ou pas. Et ça met les gens dans un état d'esprit beaucoup plus réceptif finalement, puisqu'on a même des audiences assez publiphobes habituellement, qui vont passer parfois 20 secondes à jouer avec une lens sponsorisée, sans avoir l'impression de se corrompre, de se faire corrompre par le grand capital. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour le brand content, mais le brand content, pour moi, est parfois une publicité qui ne s'assume pas ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a, pour moi, vraiment la place d'un vrai sursaut créatif sur le mobile, parce que on doit retrouver ces années glorieuses de la publicité, quand on devait capter l'attention des gens absolument, et donc il y avait énormément de créativité publicitaire. Ça s'est un peu perdu parfois dans le monde digital. On voit revenir ça, je trouve, de plus en plus. Et je pense qu'il y a un mouvement de balancier vers la création qui est en train de se passer, et qui est assez intéressant. La réalité augmentée, par exemple, c'est un formidable vecteur de créativité, en fait, pour ceux qui s'en saisissent. Et nous, on voit régulièrement, en fait, des campagnes arriver où à chaque fois on se demande, waouh, donc voilà. Donc je pense que c'est... Oui, ok. Voilà, Mathieu, vous opiniez du chef, ce sera le mot de la fin si vous aviez... Non, c'est la créativité qui me fait opiner du chef, parce que je pense que c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, et ça me fait penser à je fais ma pub, une très belle masterclass que Maurice Lévy a faite sur Magellan, qui est consacrée justement à la créativité. Qu'est-ce que c'est être créatif? Comment est-ce qu'on pense out of the box? Comment, effectivement, on a des certitudes, mais limitées, parce qu'on sait qu'il faut changer vite, il faut s'adapter, il faut suivre nos audiences, mais il faut aussi anticiper et pas seulement donner ce que les gens ont envie d'entendre, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ont des envies beaucoup plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Bien sûr. Et donc, soyons créatifs, c'est vraiment sur ça que... Et c'est Maurice Lévy qui incarnait le mieux la créativité. En tout cas, il explique très bien. Il explique très bien. Vous l'offrez le podcast à tous les adhérents du Mobile Marketing Association. Je vous conseille vraiment d'aller écouter cette masterclass de Maurice Lévy. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin.